Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. À moins de 3 mois du premier tour, la course à l'Élysée continue à s'accélérer avec hier l'entrée en campagne de Christiane Taubira. Alors est-ce la candidature de trop à gauche et quel effet sur la campagne, sur la stratégie d'Anne Hidalgo? Au-delà, quel avenir pour la gauche? Le Parti Socialiste peut-il survivre au fiasco annoncé pour Anne Hidalgo à la présidentielle? Mais pour commencer, Jean-Christophe Cambadélis, une question d'actualité. La sortie d'Éric Zemmour sur les élèves handicapés qui devraient être placés, selon lui, dans des établissements spécialisés plutôt que dans des classes avec les autres. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, on ne peut pas utiliser le malheur des gens pour une promotion électorale. Et quand on veut être président de la République, on n'instrumentalise pas le malheur des gens. Là, ce sont des hommes et des femmes qui ont des enfants dans de très grandes difficultés. Ils cherchent des moyens pour pouvoir les insérer. Et nous savons tous que le problème qui est posé, c'est l'isolement de ces enfants. Donc, trouver des moyens pour qu'ils soient insérés avec d'autres enfants n'est pas un handicap pour les enfants, mais un moyen de les intégrer à l'ensemble de la société. Donc, c'est une manière de peser, de polémiquer dans le cadre de ce débat présidentiel, ou c'est une posture, un choix idéologique? Je ne sais pas si c'est un choix idéologique, mais c'est une instrumentalisation du malheur des gens. Alors, on va parler un peu de Zemmour avant de passer au reste de l'actualité. La façon dont Éric Zemmour dénonce les élites, parle, comme il l'a fait, des handicapés, donc il dénonce les élites, les journalistes, et parle aussi de la manière dont il parle de ses adversaires. Est-ce que c'est pas dans la droite ligne de l'extrême droite des années 30? Ça y ressemble en tous les cas. C'est un nationalisme d'exclusion, tout à la fois des hommes et des femmes qui sont issus d'autres continents que le nôtre, mais en même temps, c'est le populisme classique vis-à-vis des élites. On peut pas le laisser faire, et c'est pour ça que avec 300 personnalités de gauche, j'ai lancé il y a peu un appel à la résistance vis-à-vis de ce mouvement ou de ce temps de la montée du national-populisme en France. Ça veut dire quoi, un appel à la résistance? Eh bien, ça veut dire qu'il faut mobiliser les énergies, les passions, qu'il faut faire barrage, et qu'il faut dire que ce n'est pas la France. C'est une toute petite partie de Français qui croient que le nationalisme d'exclusion permet de régler les problèmes des Français. Alors, le grand Alain Corsia était invité ce matin de Radio J, et je le cite, il a parlé je cite ses propos, ces personnes qui s'enferment dans une identité fantasmée dont elles-mêmes ne sont parfois même pas porteuses. Il a fait un parallèle entre ces personnes dont il parle et l'idéologie nazie autour de la race aryenne. Alors, certains y voient une allusion à Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que, à partir du moment où je reprends mes propos, on est dans l'exclusion des autres, eh bien, on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça se termine. Point de départ, c'est le fait que l'on veut garder une France propre, une France pure, une France articulée autour d'un passé fantasmé. Et puis, petit à petit, on exclut d'autres communautés qui sont vues comme venant perturber ou remettre en cause la pureté du point de départ. C'est la théorie actuelle du grand remplacement. Et c'est la théorie d'Éric Zemmour qui donc il se rapprocherait pour vous des théories racistes d'avant-guerre et de la guerre? Oui, c'est-à-dire que c'est des théories xénophobes, c'est la théorie du grand remplacement, c'est l'idée d'une pureté de souche de la France. Alors, il faut être prudent parce que c'est quelque chose à la fois ancien et nouveau, car l'idée actuelle, c'est celle d'un souverainisme exclusif, c'est-à-dire qu'on exclut les autres de la souveraineté nationale. Ce n'est pas tout à fait les positions qui étaient développées par les nazis en leur temps. Et moi, je ne fais pas de comparaisons qui ne sont pas raison. Je dis que c'est tout aussi dangereux, même si ça a les mêmes racines, et ça s'exprime d'une manière différente. Raïm Corsia, qui a donc ajouté toujours ce matin sur Radio J à propos de Zemmour, quand on dit Dreyfus était coupable ou qu'on doute de la culpabilité ou de l'innocence de Dreyfus, alors
alors c'est un marqueur clair d'antisémitisme. Et donc, il vise Éric Zemmour. Donc, vous dites, comme lui, Éric Zemmour, antisémite certainement, raciste évidemment. Et Éric Zemmour est xénophobe dans toutes ses formes. Et il cherche à construire un révisionnisme politique et historique. Qu'est-ce que vous entendez par révisionnisme historique? C'est-à-dire de revenir sur l'histoire qu'il estime être officielle. Et à partir de là, et bien sûr, il emprunte à tous les complotismes d'extrême droite que nous connaissons, là, pour le coup, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au passage, où est-ce que vous vous situez dans ce débat autour des parrainages? Éric Zemmour, a priori, qui n'a pas réussi pour l'instant à récupérer les parrainages qui sont utiles pour tout candidat pour pouvoir être candidat à l'Élysée. Donc, est-ce qu'il doit pouvoir bénéficier des signatures de maire lui permettant d'être candidat? On a l'habitude de dire que toutes les idées doivent être représentées. Ouais. Il y a des idées qui se mettent d'elles-mêmes hors la République. C'est-à-dire qui ne représentent pas ce qui serait nécessaire au bien commun républicain. C'est-à-dire, vous souhaitez qu'il ne puisse pas être candidat ? Je termine mon propos. Donc, si on a mis des parrainages, c'est pour bloquer un certain nombre de candidatures qui ne permettent pas que se déploie le débat républicain. C'est au maire de choisir. Et c'est une bonne chose qu'il y ait un filtre. Maintenant, nous sommes dans un piège. Pourquoi ? Parce que certains extrémisent leur position et s'offusquent que cela choque les maires. Bien oui, ils extrémisent leur position pour pouvoir faire le buzz, mais cela choque la représentation nationale. Donc, il faut qu'ils se posent la question aussi, c'est que si les maires ne signent pas, c'est qu'ils ont un doute sur la nécessité que ces idées soient représentées. C'était pas la question. Est-ce que vous, qui avez été élu, et qui avez été patron du Parti Socialiste, donc qui contrôlait pas mal d'élus, est-ce que vous considérez que les maires doivent apporter leur parrainage à Éric Zemmour ? Les maires feront ce qu'ils veulent. C'est la loi. Moi, j'ai toujours été partisan d'un parrainage populaire, c'est-à-dire que ce soit des citoyens qui parrainent et pas que ce soit des élus. Maintenant, c'est la loi. Il faut la respecter. Quand ils se sont engagés dans ce combat, ils connaissaient les tenants et les aboutissants. Ils doivent aujourd'hui s'interroger sur le fait que des hommes et des femmes élus n'estime pas nécessaire de les parrainer. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, il a considéré, c'était sur Europe 1 ce matin, que la règle des parrainages n'est plus adaptée. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il faut modifier ? Est-ce qu'il faut réformer cette règle ? C'est un débat récurrent à chaque élection. Et alors ? Je connais ça depuis maintenant 30 ans. Mais est-ce qu'il est temps de réformer, il est toujours temps de réformer, mais à chaque fois on ne le fait pas. Ouais. Donc dès le lendemain du mois de mars, où les candidatures sont acceptées par le Conseil constitutionnel, on oublie ce débat. Bon, alors il faudra un jour ou l'autre revenir sur le système des parrainages. Alors, le pass vaccinal, autre sujet d'actualité, va donc pouvoir être mis en place après le vote de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et alors, dans ce contexte, il y a cette expulsion du tennisman Novak Djokovic d'Australie et du tournoi de tennis de Melbourne parce qu'il n'était pas vacciné. Est-ce que c'est une bonne chose ? Écoutez, je suis moins fasciné par le fait que M. Djokovic, qui avait besoin de gagner l'Open d'Australie pour être le plus grand champion de tous les temps. Pour remporter 21 tournois. 21 tournois, et préféré ne pas se faire vacciner plutôt que d'être en situation de gagner ce tournoi. Et alors ? Donc cela veut dire quand même qu'il y a une idéologisation ou une croyance incroyable de sa part sur ce sujet. Maintenant, ce sont les lois en Australie. On ne peut pas dire qu'il faut respecter nos lois et pas respecter les lois australiennes. Il y a une décision de justice, ça a duré suffisamment longtemps. Monsieur Djokovic n'est pas au-dessus des lois dans les pays où il va jouer. Et alors, s'il se passe le même problème pour, par exemple, le tournoi de Roland-Garros au printemps prochain ? Bien, il paraît, n'étant pas un spécialiste de la question, qu'à Roland-Garros, il y a une bulle sanitaire, c'est-à-dire que l'on va de l'endroit où on est logé à l'endroit où on doit jouer sans rencontrer personne, et que dans ces conditions-là, il pourrait jouer. Mais si ça
contrevient aux lois françaises, évidemment, M. Djokovic ne jouera pas. Mais enfin, pour rentrer en France, il faut qu'il puisse bénéficier d'un pass sanitaire reconnu par les autorités françaises. Donc ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème, ça posera un problème, et il faudra respecter la loi. Le pass vaccinal, donc voté cet après-midi, vous en êtes satisfait ou pas ? Moi, j'en suis satisfait. Je sais très bien qu'il y a des débats sur son importance et sur le fait que le gouvernement a refusé la vaccination obligatoire. Mais à partir du moment où il refuse la vaccination obligatoire, le pass vaccinal, c'est ce qui s'en rapproche le plus près. Donc vous n'êtes pas sur la position des extrêmes gauche, qui disent que le pass vaccinal, quelque part, ça participe d'une dérive autoritaire du gouvernement. Certains parlent même de la mise en place d'une dictature sanitaire. À partir du moment où j'étais favorable, et depuis très longtemps, à la vaccination obligatoire, je ne peux pas partager ce propos. Oui. Et alors quand le fait d'accentuer la pression sur les non-vaccinés, d'avoir envie, comme l'a dit Emmanuel Macron, d'emmerder les non-vaccinés, est-ce si aberrant que ça dans le contexte de vague Omicron et dans le contexte de ce que vous venez de dire ? Non, il ne faut pas emmerder. Ouais. Il faut prendre des mesures qui permettent d'obtenir l'objectif. Et à partir du moment où vous refusez, pour des raisons électorales, de l'obligation de vacciner, vous êtes contraint d'emmerder les gens. Pourquoi pour des raisons électorales ? Parce qu'au moment où l'obligation de la vaccination s'est trouvée posée, on pensait que les Français auraient été rétifs à la vaccination obligatoire. Et donc le gouvernement n'a pas voulu choisir cette voie. Il a dit que c'était pas praticable, etc. Il n'a pas voulu choisir cette voie. Et donc maintenant, il est devant 4 millions ou 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Et donc, il essaye de les emmerder pour les obliger de se vacciner. Et alors, donc, c'est pas une bonne technique, c'est pas à la fois une bonne technique, une bonne stratégie, et puis, franchement, dire qu'on emmerde les Français n'est pas, enfin, des Français, n'exagérons rien, ouais. Ce n'est pas ce que devrait dire un président de la République. Oui, ça, il faut le dire à François Hollande. Alors, quelle est la plus grande responsabilité dans cet emballement de la situation sanitaire ? Les non-vaccinés ou les leaders politiques comme Florent Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan, pour ne citer que ces deux-là, que l'on a vu depuis des mois, de samedi en samedi, manifester contre le vaccin, contre le pass sanitaire, et maintenant désormais contre le pass vaccinal. Qu'est-ce que vous pensez de ces responsables politiques Alors d'abord, la responsabilité, c'est le virus. Il ne faut pas inverser les sujets. Mais après, il y a, en fonction de ce virus, des gens qui ne procèdent pas de l'intérêt commun. Et alors ? Qui ne procèdent pas de ce qui est nécessaire pour un pays ou pour un peuple, et qui ont l'impression, ou qui veulent instrumentaliser eux aussi, le fait que des Français sont inquiets ou des Français refusent pour pouvoir en faire un acte politique. Encore une fois, dans ce morne débat présidentiel, la totalité des instrumentalisations pose un problème. On passe son temps à de polémique en polémique et on ne pose pas les problèmes des Français. Mais est-ce que quelque part, derrière l'attitude de ces leaders politiques qui poussent les gens à ne pas se faire vacciner, est-ce qu'il y a la mise en danger de la vie d'autrui ? Il y a, en tous les cas, une instrumentalisation de la vie d'autrui. C'est-à-dire que on sait scientifiquement aujourd'hui que la plupart de ceux qui sont hospitalisés et en situation gravissime sont des gens qui n'ont pas été vaccinés, et donc on sait cela, mais on estime que c'est attentatoire à une certaine liberté. Eh bien ça, c'est une liberté de conscience. Mais ça, encore une fois, c'est l'utilisation du futur malheur des gens à des fins politiques, et ça, je ne l'accepte pas. Alors, sur la crise sanitaire et sur la gestion de la crise sanitaire et vaccinale, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? On peut pas dire que les choses ont fonctionné ou pas fonctionné. C'est-à-dire que cette crise, elle est planétaire. En tous les cas, elle est très vivante et très présente en Europe. Et la plupart des gouvernements ont été confrontés à la même chose et ont fait exactement la même chose, à quelques éléments différents. Donc je vous entends bien, ça veut dire que si un gouvernement socialiste avait été en place, il aurait fait pareil. Il aurait fait pareil, évidemment. Et on ne peut pas dire
regardez comme nous avons été extraordinaires, puisque les autres gouvernements espagnols, italiens, allemands ont fait à peu près la même chose, à peu près dans les mêmes temps. Et donc indépendamment des couleurs politiques. Indépendamment des couleurs politiques. Et on ne peut pas non plus dire, regardez l'horreur de la gestion de la Covid, parce que les autres gouvernements ont été confrontés à la même chose. Le seul élément que l'on peut souligner, c'est qu'il y a eu des retards du point de vue des masques, des retards du point de vue des médicaments, enfin je vais pas y arriver, des tests. Des tests ou autres, des retards du point de vue du nombre de lits. Toutes ces questions sont des questions importantes, mais qui ne traitent pas expressément de la gestion de la Covid. Ça veut dire que le thème et le débat autour de la santé, il doit être très présent, il devra être très présent dans le cadre du débat présidentiel. Oui, parce que le thème au niveau de la santé, c'est tout à la fois de travailler ou d'indiquer que nos chercheurs et nos entreprises doivent être en capacité de trouver des vaccins à l'instant T, et ça n'a pas été le cas. Nous devons nous interroger sur le manque de médecins, d'infirmiers, la situation sanitaire. Là, c'était dû au numerus clausus qui a été réformé. Ça remonte à 40, 50, voire 60 ans. Bien sûr. Donc, il est clair qu'il y a un certain nombre de réformes et que les Français s'inquiètent de la situation de leur service public sanitaire. Et donc, il faudra y répondre. Et chacun doit le faire. Et qu'on a pris des retards et qu'on aurait pu au moins créer les conditions pendant la Covid de réformer cette situation. La gestion de la crise sanitaire et de la campagne vaccinale, c'est un atout ou c'est un boulet pour Emmanuel Macron, qui, a priori, sera candidat d'ici quelques semaines? C'est pour lui un atout dans le sens où les Français, étant inquiets de la situation sanitaire, ont plutôt tendance à vouloir se protéger vis-à-vis de celle-ci. On l'a vu lors des élections régionales et on l'a vu lors des élections municipales, la Covid, c'est le primo sortant. La Covid, c'est le primo sortant, donc ça veut dire que pour la présidentielle, ça peut être pareil, ça sera pareil? Ça peut être pareil, mais il y a d'autres problèmes qui surgissent dans le débat politique, et on ne sait pas ce qui l'emportera. Moi, mon intuition, c'est que la grande question française est une question sociale, et c'est à partir de là que les Français jugeront. On va en parler, mais d'abord, la gauche, parce qu'à la vue des sondages, vous dites la Covid, c'est un atout, c'est une primo sortant, mais en tout cas, c'est pas un atout pour la gauche. Comment vous expliquez que la gauche soit à ce point marginalisée dans l'opinion et dans le débat politique? La gauche, elle est datée. Qu'est-ce que ça veut dire? Divisée, radicalisée. Datée, c'est-à-dire que les principes ou les concepts sur lesquels elle intervient datent des années 60, ayant eu leur succès dans les années 80. Elle n'a pas retravaillé sur son logiciel. Elle n'a pas retravaillé sur ses fondamentaux, oui. Dont ses dirigeantes, vous avez été premier secrétaire du PSN. Bien sûr. Mais nous avions essayé de le faire avec des assises des socialistes et l'évolution sur la social écologie. Ouais. Mais force est de constater que la gauche n'a pas revisité ses fondamentaux. Et c'est ce que vous expliquez dans le livre qui va sortir, dans un livre que vous publiez, qui va sortir, je crois, à la fin, le 27 janvier, si je ne me trompe pas. Oui, le 6 février. Le 6 février, oui. Ça a été repoussé. Donc, oui, c'est ce que il s'appelle comment le livre, le titre du livre? Hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Aux éditions VA. Ne pas confondre avec Valeurs Actuelles. Non. Non, ce que j'explique, c'est que elle est datée dans ses propositions. Vous avez une gauche qui ne veut pas, par exemple, aborder les problèmes régaliens, la question de l'identité républicaine ou nationale, la question de l'immigration. Est-ce qu'il faut accueillir ou il faut reconduire? La question de la sécurité. À chaque fois que la gauche entend ces termes-là, elle sursaute et se fâche. Elle n'est pas sur la même position concernant la laïcité aussi. Elle n'est pas sur la même position concernant la laïcité, puisque c'est pour la question donc républicaine. Sur la question sociale, vous savez, la gauche aujourd'hui, elle ne veut pas aborder le régalien, et elle ne pose pas la question sociale. Alors, actualité, dans ce contexte de gauche, comment vous dites, marginalisé, divisé, radicalisé, daté, Christiane Taubira, donc officialisée
hier sa candidature à l'élection présidentielle. Je suis sûr que vous applaudissez, non ? Bah écoutez, je constate que la primaire populaire, qui était une bonne idée, on va expliquer de quoi il s'agit. La primaire populaire, qui est une bonne idée, est dévoyée dans une campagne de promotion de Madame Taubira. L'objectif de la primaire populaire, c'était qu'il y ait une candidature, si ce n'est unique, tout du moins commune. Or, ceci va déboucher sur une candidature en plus. Donc, Madame Taubira, avec sa candidature, divise un peu plus la gauche, accroît un peu plus la confusion à gauche. Parce qu'il y a aujourd'hui maintenant 7-8 candidats, en comptant les candidats d'extrême gauche. Hein. Bah oui. 7-8 candidats d'extrême gauche. 7-8 candidats d'extrême gauche pour 25%. C'est pas grand-chose. Ça veut dire que la gauche, non seulement ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, qu'elle sera contrainte de choisir ou pas entre deux candidats qu'elle réprouve, et puis au deuxième tour, et puis elle se prépare des lendemains douloureux lors des élections législatives. Dont on va reparler, mais d'abord Christiane Taubira. Vous retenez quoi de Christiane Taubira, son combat pour le mariage pour tous, ou le fait que sa candidature en 2002 ait largement contribué à l'échec de Lionel Jospin, dont vous avez été proche, de Lionel Jospin? Alors oui, je n'oublie pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, mais je ne juge pas les gens sur leur passé. C'était il y a 20 ans, hein. Mais sur leur présent. Taubira, à gauche, tout le monde la respecte. Mais ce n'est pas parce que vous êtes respectable que ce que vous développez dans le moment présent est respecté. Aujourd'hui, il faudra que Taubira explique à l'ensemble de la gauche et à l'ensemble des Français en quoi sa candidature est utile à la gauche, à son unité et à la France. À la gauche, alors que c'est une 8e candidature, et à la France, alors que elle ne pose pas, dans la dimension qu'il me semblerait nécessaire, ni la question républicaine, ni la question sociale, ni la question économique. La primaire populaire, vous dites, elle s'est dévoyée. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque part pour vous un exercice antidémocratique? Bah, écoutez, moi, j'ai dit que ça m'intéressait, cette primaire populaire, cette idée d'une candidature. Des clics sur Internet. Oui, des clics. Mais, écoutez, c'était une belle idée avec un fonctionnement baroque, dans le sens où il ne s'agit pas d'une primaire, il s'agit au mieux d'un sondage, en tous les cas d'un classement, où vous pouvez être désigné au tirage et réprouvé au grattage. Ça veut dire que c'est une primaire à l'insu de son point de vue, c'est ça? Enfin, les candidats sont à l'insu de son point de vue, parce que les candidats ne veulent pas y participer, mais on les oblige, on les met dans la liste. Bon, donc voilà. Pourquoi je dis tout cela, c'est que derrière ce moment où des gens de bonne foi se sont engagés pour l'unité, vous avez une campagne qui est celle de la promotion de Madame Taubira. D'ailleurs, personne s'en cache. Même Christian Paul, qui est un initiateur de cette primaire populaire, est aujourd'hui derrière Madame Taubira. Christian Paul, que peu de monde connaît, mais que vous connaissez puisqu'il était au Parti Socialiste avec vous. Alors, oui, il était le chef des frondeurs. Ça continue, voilà. Ça ne change pas. On va parler de 2-3 propositions de Christiane Taubira. Elle propose un revenu de 800 € par mois pour les étudiants pendant 5 ans. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Elle veut aussi recruter 100 000 soignants. Et elle veut baisser la TVA à 0% pour les produits bio. Tout ça, c'est des propositions qui vous intéressent, qui sont intéressantes, qui peuvent être mises en œuvre ou pas? C'est des propositions qui m'intéressent. Moi, je suis pour qu'aucun Français ne soit en dessous de 900 €. Y compris les étudiants? Y compris les étudiants. Ah, donc vous êtes pour cette allocation je suis favorable à ce que la question, non pas du pouvoir d'achat, mais la question salariale soit posée en France. C'est une des grandes questions depuis 30 ans où les salaires ont été comprimés. Donc, alors, attendez, toutes les mesures qui vont dans ce sens me semblent positives. Non mais attendez, un étudiant, il travaille pas, il fait des études, c'est l'État qui lui finance ses études. Est-ce que en plus, il faut lui donner, vous dites, Christiane Taubira disait 800 €, vous dites 900 € par mois à un étudiant pour qu'il étudie? Je dis qu'il faut que l'ensemble des Français puissent au minimum avoir 900 € par mois. Donc y compris les étudiants? Y compris les étudiants. Les étudiants, c'est pas une sous-classe. Bon, donc ils ont le droit d'avoir autant que les autres Français qui sont dans les difficultés. Et ça coûte, je crois, si je me trompe pas, peut-être je me trompe, c'est quelques dizaines de milliards d'euros. Oui, et c'est moins que l'exonération que l'on fait pour les entreprises. Donc on peut le faire.
Hein, quand on a inventé le quoi qu'il en coûte, on sait qu'on peut le faire aujourd'hui. Et je crois qu'il est nécessaire de faire un effort considérable en direction des salaires des Français. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec Christiane Taubira, 800 €, 900 €? Je suis d'accord avec tous ceux, mais je remarque d'ailleurs c'est ce que voulait faire Benoît Hamon quand il était candidat. Non, il parlait pas de cela. Je remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas que Christiane Taubira. Donc ce sera un débat de la présidentielle. Mais Anne Hidalgo fait aussi des propositions dans ce sens, Jean-Luc Mélenchon fait des propositions dans ce sens, et Jadot fait des propositions dans ce sens. C'est-à-dire que la gauche pourrait s'unir sur la nécessité des salaires. On va parler de ça. Et Christiane Taubira, j'ai oublié de vous poser une question aussi à ce sujet. Elle a refusé de se prononcer sur le pass sanitaire, puis sur le pass vaccinal. Elle a même refusé d'encourager les Guyanais, puisqu'elle est élue de Guyane, à se vacciner, à se faire vacciner. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est que c'est son point faible. Son point faible, mais on peut être candidate à la présidentielle en ayant avancé de telles propositions? La preuve que oui, puisqu'elle est candidate. Ouais. Mais elle sera constamment rattrapée par cette prise de position qui ne permet pas de dire que l'on va défendre l'intérêt commun. Christiane Taubira, elle est donc soutenue par le Parti radical de gauche, qui est d'ailleurs un allié historique du Parti socialiste. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire que le Parti radical de gauche présente une candidate contre Anne Hidalgo? Ensuite, le président du PRG, qui s'appelle Guillaume Lacroix, pour ceux qui ne le connaissent pas, affirme que Christiane Taubira disposera sans aucun problème des 500 parrainages lui permettant d'être candidate. Est-ce que vous y croyez? Alors, deux choses. Un, ce n'est pas la première fois que le Parti radical présente un candidat à l'élection présidentielle sous la Ve République et contre le Parti socialiste. Ça existait, même en 1980, ça existait. Mais c'est rare. Mais c'est pas la majorité de ces prises de position, mais cela existe. Mais il faut s'intéresser au fond. Je veux dire, le Parti radical est un parti laïque, est un parti qui, sur cette question-là, est intransigeant. Et donc, j'attends la justification de mon ami Lacroix sur les prises de position de Madame Taubira lors du voile à l'école. Qui sont ambiguës. Non, ils sont ambigus. Non. À l'époque, j'étais un des orateurs du Parti socialiste sur ce sujet, contre le voile dans l'école, et Madame Taubira disait c'est une résurgence coloniale. Donc, est-ce que Monsieur le patron du Parti radical cautionne Monsieur Lacroix, est-ce que Monsieur Lacroix cautionne cette formule? Pour ça, c'est pas pour embêter les uns et les autres, mais c'est pour dire qu'il faut un peu de cohérence dans sa prise de position. Alors, cohérence justement, dans ce contexte, Anne Hidalgo, qui est sous la barre des 5% dans les sondages, peut-elle vraiment aller jusqu'au bout de cette candidature à l'Élysée, ou doit-elle abandonner? Pourquoi? Pour sauver au moins financièrement le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste n'est pas dans la difficulté financière, puisque l'argent, il l'a. Il n'a pas fait d'emprunt. Il a... Il n'y a pas un siège du Parti socialiste en jeu? Le siège du Parti socialiste, malheureusement, Solferino a été déjà vendu. Non, mais l'autre, il ne faudra pas hypothéquer le siège. L'autre, il est là, donc il y a de quoi faire, si je puis dire. Non, mais il faudra hypothéquer le siège pour pouvoir financer. Mais c'est pas pour des raisons financières. Ouais. C'est pas pour des raisons financières. Je pense que aujourd'hui, il faut affirmer dans le débat politique un courant de gauche réaliste, responsable, social-démocrate, dit-on, parce que c'est le seul qui peut répondre à ces trois questions. Qu'est-ce que l'on fait de la République? Comment on pose la question sociale? Et comment on organise la transition écologique? C'est ce que Anne Hidalgo ne fait pas suffisamment, ne fait pas du tout? Non, elle le fait, c'est dit dans ses discours. Mais c'est pas entendu. Mais il faut le faire, contre vents et marées, quoi qu'il en coûte. Pourquoi? Parce que demain, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, et j'espère qu'il sera bon pour les socialistes, demain, laissez-moi terminer, demain, vous savez parfaitement qu'il faudra recomposer, reconstituer, reconstruire, redéfinir la gauche. Et elle ne pourra le faire qu'à partir d'un socle responsable. C'est quoi un socle responsable? C'est-à-dire à partir de gens, d'hommes et de femmes qui estiment qu'il faut une réponse social-démocrate aux crises qui assaillent les Français. Et les sondages? Quand vous voyez les derniers sondages, c'est 3, 4%, 3,5% pour Anne Hidalgo? Vous savez, les sondages... Non. Laissez-moi terminer. Moi, depuis que j'ai vu que nos sondeurs étaient incapables
de mesurer l'abstention. Or, pour moi, l'abstention est une abstention de gauche aujourd'hui, car la droite est hyper mobilisée, donc c'est à gauche qu'il y a l'abstention. Et si les gens ne votent pas, pour l'instant, c'est qu'ils ne sont pas contents de l'offre politique, vraisemblablement à cause de... Alors, il y a une candidate de plus, Laissez-moi terminer. Et donc, je pense qu'ils se détermineront à la fin. Les sondeurs ne savent pas mesurer l'abstention. Et c'est ce qui les a trompés lors des élections régionales. Souvenez-vous, à l'époque, on voyait le Rassemblement national gagner 3 régions, et de loin. Et il n'en a rien été. Au contraire, le Rassemblement national a perdu dans ces élections. Donc, la fiabilité des sondages est quand même à mettre en cause. Maintenant, je n'ignore pas, pour pouvoir terminer, que la situation des socialistes dans cette élection est compliquée, difficile, parce que ils n'ont pas pu ou pas su se refonder en temps et en heure. Mais c'est sauvable encore ou pas? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui serait un bon score pour Anne Hidalgo? L'objectif aujourd'hui maintenant, c'est d'aller au-delà des 5% ou d'aller beaucoup plus haut? Mais d'aller beaucoup plus haut. C'est-à-dire, vous espérez combien? Je n'en sais rien, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais de montrer une dynamique, de montrer un espoir. Je suis sûr qu'à partir du moment où, et nous le verrons dans quelques temps, les propositions seront visibles, elles seront vraiment articulées sur la question sociale, à ce moment-là, les Français de gauche qui sont aujourd'hui dans la réserve, dans l'abstention, choisiront une voie qui leur permettra d'exprimer ce qu'ils estiment nécessaire pour la France. C'est-à-dire quelles devraient être les propositions sociales que Anne Hidalgo pourrait présenter ou pourrait représenter aux Français? Parce que régulièrement, elle relance sa campagne. Non, elle a présenté là cette fois-ci jeudi son projet, dont j'estime qu'il est un pas en avant vers ce qui me semble nécessaire pour le pays. Qu'est-ce qui vous a paru intéressant dans son projet? D'abord qu'il commence par la question sociale. Ouais. Ça me semble déterminant. Le pouvoir d'achat notamment. Mais pas simplement le pouvoir d'achat, l'augmentation concrète des salaires. C'est une question nécessaire parce qu'on parle du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on veut baisser les charges, qu'on veut réduire les impôts, qu'on fait du soutien sur l'essence ou autre. Mais la question que l'on ne veut pas traiter et qu'il faut traiter, c'est la feuille de paye. Je suis pour l'augmentation de la feuille de paye. Comment on fait? On augmente le SMIC, on augmente tous les salaires. D'abord, on augmente le SMIC. Ouais. Et tous les candidats de gauche, d'ailleurs, sont sur cette position. Y compris Valérie Pécresse. On augmente le SMIC, ça me semble nécessaire. Et donc, 1400 euros net, comme le dit... Par voie de conséquence... Je crois que c'est Christiane Taubira qui dit 1400 euros net. Par voie de conséquence, l'ensemble des salaires augmente. On augmente le point d'indice dans la fonction publique, ça me semble nécessaire. Ce qui n'a pas été fait sous François Hollande. Mais ça n'a pas été fait sous François Hollande, et bien avant, évidemment. Ce qui a été fait... Donc, on augmente aujourd'hui le point d'indice de la fonction publique, et pour les Français qui... sont dans la difficulté, qui sont en dessous des minima sociaux, on fixe une limite, pas de Français en dessous de 900 €. Voilà, par exemple. Et comment est-ce que vous avez chiffré ces propositions et combien ça coûte? J'ai chiffré ces propositions, je les ai expliquées dans plusieurs documents, je vous y renvoie. Mais combien ça coûte? Plusieurs dizaines de milliards, oui. Oui, par an. Oui, bien sûr. Donc il faut financer tout ça. Mais bien sûr, augmenter les impôts ou pas? Non, c'est totalement finançable. Mais sans augmenter les impôts? Absolument. Donc vous touchez pas à l'ISF, vous touchez pas au... Si, on touche à l'ISF, évidemment, et aux revenus. Mais ce n'est pas l'ISF et les hauts revenus qui qui permettent de régler ce problème. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que on nous oppose toujours la difficulté de le faire. Sauf qu'on est contraint de le faire. Vous pensez quand même que pendant 1 an, l'économie française a été mise sous perfusion. On a défendu, à juste raison, et on peut en féliciter le gouvernement. On a trouvé les moyens pour le faire. Quoi qu'il en coûte. Donc, on peut le faire. D'autant que la théorie ou l'orientation de nos amis allemands a changé et qu'ils sont aujourd'hui plutôt proches de l'idée qu'il faut desserrer
les contraintes puisqu'il a été budgétaires. décidé d'augmenter le SMIC de 25%, il me semble, d'après ce que... Bon. Donc à partir de là, nous sommes dans une conjoncture économique, réglementaire, qui nous permet de le faire, et nous sommes devant une nécessité de le faire. Vous sentez assez de souffle dans la campagne d'Anne Hidalgo, chez Anne Hidalgo, pour pouvoir développer tous ces projets, et puis pouvoir mobiliser les gens et les électeurs? Écoutez, franchement, j'ai des désaccords, et j'ai eu des désaccords, en particulier sur la primaire, puisque j'ai été favorable au Parti Socialiste, tellement favorable que je voulais y participer. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure. Anne Hidalgo était contre la primaire au sein du PS, bien sûr, contre des débats avec les autres candidats, et c'est elle qui a lancé l'idée de la primaire qui se termine en queue de poisson. Non, mais elle dit qu'elle a changé d'idée. Donc elle a été courageuse, elle a été devant les Français dans une émission de télévision le soir à 20h, et elle a dit j'ai changé d'avis. Bon, on a le droit de changer d'avis en politique, c'est plutôt une qualité pour un homme politique de prendre en compte la réalité telle qu'elle vient. Donc moi j'ai eu des désaccords là-dessus, mais je peux constater aujourd'hui que face à ce passage à tabac médiatique d'Anne Hidalgo, elle est courageuse. On est injuste avec elle ? Totalement. Puis d'ailleurs, je vois pas pourquoi cet acharnement. Elle serait à 17%. Je pourrais, de mon divan, comprendre les prises de position et l'acharnement, les éditoriaux, les unes des journaux. On est plus sévère aujourd'hui avec Anne Hidalgo qu'avec Zemmour. Ah, vous trouvez ? Il y a quand même un souci. Et comment vous l'expliquez alors ? Parce que c'est une femme ? Ou parce qu'elle est socialiste? Il y a sûrement beaucoup de choses. Il y a la dimension femme, il y a la dimension maire de Paris, et les embouteillages de Paris ne sont pas pour rien dans la lecture de nos élites de Anne Hidalgo. Mais 95% des Français ou 97% des Français ou plus même ne vivent pas à Paris. Mais bien sûr. Et donc, et deuxièmement, il y a le double effet. Il y a l'effet des Parisiens qui sont confrontés à ces difficultés, et il y a l'attitude des Français vis-à-vis de cette dernière. Et puis, je pense que derrière, il y a l'envie de voir la social-démocratie, le socialisme, tel qu'il a existé depuis 30 ans, débarrasser le plancher pour permettre à des formes beaucoup plus radicales d'exister et faire en sorte que la gauche ne pèse plus sur les débats politiques comme elle a pesé auparavant, parce qu'on estime que ce qu'elle développe, par exemple la question des salaires, est un handicap à la compétitivité de nos entreprises. Puisque vous prenez la défense d'Anne Hidalgo, mais quelque part, qu'est-ce qui ne prend pas, qu'est-ce qui n'a pas pris chez elle? Est-ce que c'est sa personnalité ou est-ce que c'est son programme? Son programme, on peut pas dire, puisqu'il vient d'être présenté. Elle en a parlé quand même depuis le lancement de sa campagne. Vous savez, donc c'est elle qui va pas? Non, mais moi, j'ai dit, je vous le redis, que j'ai des désaccords. J'avais des désaccords. J'en ai toujours. Mais je ne participe pas de ce passage à tabac médiatique. Passage à tabac médiatique. Olivier Faure, est-ce que il a joué son rôle ou pas? Et puis, est-ce qu'il a les moyens, en tant que premier secrétaire du PS, de rétablir la situation? Aujourd'hui, il est dans la situation de tous les premiers secrétaires lorsqu'il y a une campagne présidentielle. Ce n'est pas lui qui est au centre du jeu, même si il a sa part de responsabilité, comme nous l'avons tous. Mais aujourd'hui, il n'a pas la possibilité de décider que Anne Hidalgo ne serait pas candidate, puisque c'est ça votre question, au fond. Aujourd'hui, son rôle doit être, à mon avis, celui de défendre cette candidature, de défendre les socialistes, de préconiser l'union, et de faire en sorte que personne ne puisse mettre à mal, à travers ces élections, ce qui reste du Parti socialiste. Et d'ailleurs, c'est lié à la question précédente. Est-ce que le PS n'est pas à la veille d'un accident industriel, c'est-à-dire à la fois politique et financier? Ça nous renvoie à votre réponse il y a quelques instants. Écoutez, je pense que l'accident industriel, il est arrivé. Déjà. En 2017. Nous étions à 6%.
et nous avons eu un groupe parlementaire réduit à une poignée. Si nous nous sommes rétablis dans les élections municipales et dans les élections régionales, nous n'avons pas encore trouvé notre centralité dans le débat politique français. Donc politique, accident industriel politique et financier. Ça a déjà commencé, puisque nous avons dû vendre Solferino et réduire de 50% l'ensemble de nos permanents. Donc ne disons pas. Mais ça peut aller au-delà de ça ou pas? Mais nous sommes toujours dans les conséquences de ce résultat, de cette crise, de cette débâcle de 2017. La faute à qui? À François Hollande, au premier secrétaire du PS de l'époque, Jean-Christophe Cambadélis. Nous portions tous la responsabilité. Ouais. La faute à Manuel Valls, la faute aux frondeurs, la faute aux grands élus qui ne se sont pas impliqués, la faute à l'ensemble des socialistes qui se sont reposés sur leur laurier et qui n'ont pas pensé qu'il fallait reconstruire une offre politique qui corresponde à notre époque. Vous avez évoqué tout à l'heure, entre lignes, un éventuel vote utile d'une partie de la gauche. Est-ce que vous croyez que ça peut se produire, un vote utile dès le premier tour des électeurs de gauche en faveur d'Emmanuel Macron? Moi, je demande à la gauche de se tourner vers les Français. Je demande à la gauche de prendre en compte l'abstentionnisme de gauche. Je demande à la gauche de répondre aux problèmes des Français, qui sont tout autant des problèmes régaliens que des problèmes sociaux. Je demande à la gauche de se tourner vers la France. Non, mais la question, c'était pas ça. Est-ce que vous sentez autour de vous, vous connaissez pas mal de monde, qu'il peut y avoir un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron dès le premier tour? C'est possible, mais c'est plus complexe que ça. C'est possible. C'est possible. Parce que... Ils diraient quoi, les électeurs de gauche, pour voter Macron? Parce qu'ils reprouvent Marine Le Pen et Éric Zemmour, et qu'ils ont peur que ces derniers arrivent au pouvoir. Mais je sens aussi que ceci est contrebalancé par un vote utile pour battre Macron. Un vote utile pour Pécresse, par exemple? Par exemple. Oui, ça peut arriver, ça. Mais si la gauche ne se tourne pas vers les Français, ne offre pas de solutions, évidemment, les Français de gauche se diront, soit on s'abstient, et s'abstenir, c'est aider les autres, soit on cherche un vote utile en fonction de ce que l'on estime le plus dangereux. Vote second tour, Macron-Pécresse, votez qui? Moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais vous, quoi, vous allez vous abstenir? Ouais. Ah bon? Ouais. Ni l'un, ni l'autre? Ni l'un, ni l'autre. Après la présidentielle, il y a la législative, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que le danger, c'est pas que le Parti socialiste se retrouve sans députés? Pas sans le chiffre, sans SANS? Non. Il en aura. Combien? Mais pas pour... Est-ce qu'il aurait la capacité de former un groupe? Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Donc, moins de 15 députés. Hein. Si la gauche ne s'unit pas aux législatives, à 8 candidats par circonscription, avec ce phénomène nouveau qui est qu'il faut avoir 12,5 des inscrits, la gauche va être dans la difficulté à construire un groupe unique. À construire, ça veut dire à peine 15 députés. Oui. Pour l'ensemble de la gauche. Oui. Hein, non, 15 députés pour chacune des formations politiques. Donc elle va être dans l'obligation. Dans l'obligation d'avoir un groupe unique. Mais vu les divergences, vu les haines cuites et recuites, je ne sais pas comment ils vont construire un groupe ensemble. Mais ça veut dire qu'il pourrait il restait combien de députés de gauche en juin prochain dans l'hémicycle? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous faire de pronostics. 10, 20 Non, une cinquantaine ou une soixantaine. Et pour le Parti Socialiste, ça peut être moins de 5. Le Parti Socialiste sera la part la plus importante des députés de gauche, c'est certain. Parce que le débat que nous voyons au niveau national ne se reproduira pas vis-à-vis du Parti Socialiste de la même façon aux élections législatives. Mais la division continuera à être là, et évidemment, le Parti Socialiste en pâtira. Donc, on arrive à la fin de cette émission, et d'après ce que vous dites, vous déclarez, d'après vos analyses, on a l'impression que Bernard-Henri Lévy avait raison dès 2007, quand il parlait de la gauche et du Parti Socialiste comme un grand cadavre à la renverse. Ce qui ne nous a pas empêché de gagner les élections présidentielles avec... Puisque c'est 2007, 5 ans après, ça a été gagné. Ça a été gagné. Moi, je pense que il faut refonder la gauche. Il faut la reconstruire. Il faut la reformater. C'est une nécessité parce que une France sans la gauche, ce n'est plus la France. Merci en tout cas Jean-Christophe Cambadélis d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.